Bonjour les toqués du Tic Tac, aujourd'hui c'est le lancement de la nouvelle montre Louis Vuitton. La montre qui rend hommage à la LV1, la première montre créée par Louis Vuitton. Alors on a rendez-vous dans nos studios avec Mathieu Egui, le directeur artistique de la fabrique du temps Louis Vuitton, pour qu'il nous explique tout ça. On y va. Bon, vous l'avez reconnu, évidemment, c'est Mathieu Egui, le directeur artistique de la fabrique du temps Louis Vuitton. On en profite pour dire bonjour à Tic et Tac, hein, Enrico et Michel, les deux horlogers. Parce que je vois qu'ils nous ont encore, avec toi, au dessin et à la plume, sorti une petite merveille. Alors, dis-moi de quoi il s'agit. Il s'agit de la Monterey. La quoi? La Monterey. Alors là, on arrête tout de suite. Déjà, la Monterey, d'où vient le nom? Le nom, en réalité, il vient du modèle historique qui s'appelait LV1. Et lorsque elle a été présentée aux États-Unis, on a parlé de la première montre pour Louis Vuitton, donc la montre 1. Les Anglais n'ont pas bien compris et ont traduit ça par Monterey. Montre 1, Monterey. Ah, c'est marrant ça. La montre 1. Et tu as d'autres exemples comme ça, de trucs un peu transformés? Oui, en l'occurrence, si tu vas à Londres et que tu t'arrêtes à la station de métro Elephant and Castle, donc éléphant et château, voilà ouais. Tu sauras que l'origine du nom vient de Infante de Castille. Non mais je ne crois pas ça. Si. Et surtout, si c'est pas vrai, vous laissez des commentaires, hein, je compte sur vous. Mais c'est marrant ça. Donc la Monterey, c'est la montre 1. Montre 1 que tu as dans les mains. Que j'ai dans les mains, qui Absolument. Est le modèle historique, modèle à quartz. Modèle à quartz, exactement. La toute première montre qui a été dessinée pour Louis Vuitton. Et c'est une montre qui a été dessinée en collaboration avec Gae Aulenti, une architecte italienne. Le musée d'Orsay, c'est elle, je crois. Le musée d'Orsay, c'est elle. La lampe Pipistrello, c'est elle aussi. C'est une femme qui avait un immense talent et un œil exceptionnel. Et d'ailleurs, on reconnaît bien la filiation avec le musée d'Orsay, qui était une ancienne gare, puisque si tu regardes cette montre de près, tu vas t'apercevoir que qu'est-ce qu'on y voit? Une minuterie chemin de fer. Exactement. Donc cette LV1 qui a été créée par cette célèbre architecte, elle t'a inspiré pour créer la Monterey. Mais elle t'a inspiré à la fois par la forme, mais également par le dessin du bracelet et du cadran. Absolument. Ce qu'on a essayé de faire avec ce modèle-là, c'est de garder l'essence de ce qu'on avait sur la LV1, c'est-à-dire qu'on avait ce boîtier absolument unique où on a le bracelet qui traverse la montre. C'est d'ailleurs pas un bracelet, c'est une lanière. Il est fixé comment le bracelet? Alors le bracelet, il est fixé de manière très astucieuse. Quand tu essayes de le bouger, tu vois, il tient bien. Ah ben j'essaye, tu penses bien, moi je touche à tout. Tire un peu plus fort. Ah, et voilà, et il sort. Donc le bracelet en soi a toute une structure interne pour bloquer la montre, mais permettre de garder cet aspect de lanière. Exact, il y a des petits renflements. Il y a des renflements sur le Donc bracelet. viennent se placer directement comme ça. Exactement. Et il bloque la montre. Et la première était pareille? La première était identique. C'était déjà vachement... le bracelet interchangeable universel avant l'heure. C'est un peu la notion. On a ici le cadran qui reprend aussi certains codes qu'on avait sur le modèle d'origine. Donc on a ces fameuses minuteries de chemin de fer dans différentes couleurs. On a une bleue, une rouge. On a les chiffres qui sont tampographiés en émail noir. Attends. Puisque tu parles de l'émaillage et que c'est une des qualités intrinsèques de la fabrique du temps, quand même, j'attire l'attention de la communauté sur quand même les cristaux que nous avons reçus, qui sont des cristaux... D'abord, c'est comme ça. Absolument. Ensuite, ça devient de la poudre. Et ensuite, ça sert à l'émaillage. Exact. Alors, c'est une technique, justement, l'émail, c'est une technique qui est quand même dans un processus qui prend beaucoup de temps. Puisqu'il faut imaginer que déjà pour broyer, en général on broie ces morceaux de silice au pilon dans un pilon d'agate. Nicolas nous l'avait montré, tu sais, avec le métronome. Voilà. Et lui, il utilise un métronome pour prendre son rythme. Pour avoir le rythme. Pour écraser... Regardez bien l'émission sur la fabrique du temps qu'on a fait sur les métiers d'art. Vous allez apprendre plein de choses et notamment sur comment on broie l'émail. Une fois qu'on a broyé cet émail et bien sûr purifié au maximum, une fois qu'on a une poudre de ce niveau-là, extrêmement fine, on vient
la déposer sur le cadran. Et puis, une fois qu'on a fait un premier passage de remplissage, on doit en faire un deuxième, un troisième, un quatrième. On fait jusqu'à 5 passages avec cette poudre blanche. Ça veut dire que tu superposes 5 couches. Tu superposes 5 couches que tu mets à chaque fois dans un four entre 800 et 900 degrés. Et il y a 2 fours à la Fabrique du Temps. Il y a 2 fours. Eh oui, parce qu'il y a un four pour une certaine température, un autre four pour une autre température. C'est ça. Oui, je connais quand même. Bien sûr. Alors, on a fait un reportage là-bas, évidemment. Et c'est vraiment très impressionnant. Et ça fait partie de la magie de l'émail qui demande une connaissance et un savoir-faire de chimiste, quasiment, pour arriver justement à allier les pigments, pour obtenir les couleurs. Et puis une fois qu'on a fait toutes ces déposes, pour obtenir la profondeur qu'on a ici, il n'y a pas juste l'émail blanc, il y a aussi l'émail translucide. Il y a 5 couches de blanc et il y a 10 couches de translucide. Donc pour te donner un ordre d'idée, faire un cadran comme ça prend un temps assez important. Surtout si à la 10e couche il casse, tu remets tout à la poubelle et Exactement. tu refais. Évidemment. Pour chaque cuisson, il y a un risque. C'est le propre du savoir-faire justement de nos maîtres émailleurs, c'est de maîtriser parfaitement les cuissons. Et enfin, une fois que le cadran blanc est parfaitement terminé, donc là tu l'as dans sa version pure, on vient tampographier de l'émail dessus et remettre le cadran au four encore, en plusieurs couches à nouveau, pour lui donner le volume et l'intensité nécessaire. La prise de risque est maximum, c'est-à-dire à chaque fois que ça passe au four, c'est Nicolas qui m'avait expliqué ça, c'est presque au degré près, tu vois, en fonction des couleurs et tout. Au degré à la seconde près, parce que si tu le laisses trop longtemps, c'est comme un gâteau. Et là, donc, j'ai dans la main, évidemment, parce qu'ils ont eu la gentillesse, pour ne pas dire l'intelligence, d'avoir apporté un cadran qui n'est pas dans la montre, puisque le cadran, c'est juste une bombe atomique de métier d'art. Et quand on le met de profil, on voit un léger relief. Absolument, justement. Et ce léger relief dans le rouge, le noir et le bleu, c'est justement de l'émail. Et c'est plusieurs passages en tampographie, et ça demande une minutie, une précision considérable, parce que si tu décales un tout petit peu, si tu te loupes, c'est la poubelle tout de suite. C'est poubelle de nouveau aussi. Et là, si tu regardes le cadran de près, tu verras que dans la signature, on a le Louis Vuitton Paris et le Fab en Suisse, qui veut dire fabriqué en Suisse. Fab point en Suisse. Fab point Parce en que Suisse. Même le petit point, il est illisible. Tout à fait. Mais c'est une micro... Mais attends, on dirait un microfilm. C'est une montre d'espion. Non, mais c'est vraiment génial. Hein. Incroyable, cette précision de l'émail, comme vous avez réussi à le faire. Et puis même dans le design même de la typo... La typo, c'est la même que vous avez choisie qui était avant, ou tu as choisi une typo un peu différente? On est resté dans la même typo, dans le même style. D'ailleurs, tu relèves un point, c'est que c'est une typo qui est unique dans les montres chez nous. Par exemple, sur les tambours. Ça ressemble à un Garamond. C'est quelque chose proche du Parce Garamond. que moi, j'aime bien la typographie, c'est mon dada. Hein. Donc tu vois déjà, pour que je te dise c'est un Garamond, oui, pas mal. Tu vois que le mec, il touche un peu sa bille. Hein. C'est bien que tu mettes le doigt dessus parce que la typographie, elle est essentielle sur un cadran. Et celle-ci, justement, elle est propre au modèle Monterey. Je ne sais pas combien de temps il faut pour sortir un cadran comme ça, mais à mon avis, c'est quand même Il faut une vingtaine d'heures pour faire un cadran comme celui-là. Donc c'est un processus qui est très très long. C'est une des raisons pour lesquelles on l'a mis dans cette montre qui elle-même est une montre en or. Elle déploie quand même tout le savoir-faire de la Fabrique du Temps, dans le mouvement, dans le cadran, dans le boîtier aussi. Tout est vraiment pensé, conçu, considéré pour montrer ce qu'on sait faire. Et tu as retouché le boîtier ou le boîtier c'est le même à l'identique? Parce que je vois que la couronne n'est pas la même. Alors, la couronne est la couronne en effet, elle est moins proéminente et d'ailleurs je dois te féliciter. Elle est plus jolie. Donc je te félicite. Tu vois, tu pourras peut-être faire une gare d'Orsay un jour. Qui sait? C'est vrai que la couronne, la différence par rapport à la précédente, c'est que comme tu l'as mentionné, on avait un mouvement quartz, ici on a un mouvement mécanique. Donc quand on a un mouvement mécanique, on a besoin d'avoir une meilleure préhension pour la couronne parce qu'on la manipule plus souvent aussi. Bien sûr. D'ailleurs. Et pour ce mouvement qui a 45 heures de réserve de marche, il est nécessaire aussi d'avoir une préhension excellente. 45 heures de réserve de marche, mais automatique ou manuel? Automatique. D'accord, parce qu'évidemment, on ne voit pas la masse oscillante derrière. Tout à fait. Parce qu'évidemment, le fond est plein. Donc c'est une montre automatique. 45 heures, c'est largement suffisant. 45 heures, c'est largement suffisant. Et comme je te disais, pour le mouvement, justement, tu le mentionnes, on ne le voit pas. Mais pour un horloger, dans 20 ans, qui va ouvrir cette montre et qui va découvrir l'intérieur de ce mouvement, il faut qu'il soit bluffé autant par l'extérieur et par la beauté de l'extérieur que parce qu'il va découvrir à l'intérieur, qui représente une fois de plus le savoir-faire de la Fabrique du Temps, avec un mouvement qui a d'ailleurs le poinçon de la Fabrique du Temps. Le poinçon de la Fabrique du Temps, c'est-à-dire c'est un poinçon de qualité
comme l'est le poinçon Patek Philippe ou le poinçon de Genève ou la qualité Fleurier? C'est à la fois un poinçon de qualité et c'est aussi un poinçon de provenance. Chaque mouvement qui est fabriqué à la Fabrique du Temps a ce poinçon LFT. Et donc le mouvement est décoré, ça veut dire qu'on y trouve toutes les décorations classiques horlogères qu'on ne voit pas, mais tout est anglais, bouchonné, enfin... Tout à fait. Enfin, je ne vois pas je peux pas te dire quels sont les... Il y a un grainé spécifique sur les ponts, il y a les signatures qu'on trouve sur tous nos mouvements, il y a effectivement les anglages, il y a une masse oscillante en or qui elle-même est décorée avec les LV en chanfrein sur le bord du... Ça veut dire que vous passez des milliards d'heures à décorer un calibre que personne ne verra, sauf l'horloger qui potentiellement peut-être l'ouvrira dans 20 ans. Mais comme tu sais... Vous êtes un peu fêlé quand même. L'essentiel est invisible pour les yeux. Belle citation. Belle citation. Et d'ailleurs, Michel Navas, l'horloger, adore dire que ce qui ne se voit pas, c'est encore la quintessence même du luxe. Absolument. Il le cite souvent. Tu parlais de la boîte tout à l'heure. Il y a une chose aussi... As-tu modifié la boîte? Parce qu'à première vue, elle a l'air la même. Oui. On a modifié la boîte à plusieurs niveaux. La première chose, si tu retournes la montre, tu verras que le modèle d'origine a des vis. Et nous, on a carrément fait un modèle où on a essayé de représenter la plus grande pureté. Il n'y a plus de vis. Tu ne les vois pas. Et pourtant, il y en a. C'est sa spécialité de cacher les vis. Ça, évidemment, je pouvais pas... Là, mais je l'attendais gros comme une maison. Il ne pouvait pas échapper à ça. On se connaît trop pour que je lui fasse grâce de celle-là. Donc, tu as caché les vis. Absolument. Mais alors, comment tu fixes le boîtier, alors? Le haut et le bas, s'il n'y a plus de vis? Eh bien, il est vissé quand même. Mais simplement, elles sont cachées sous le bracelet. Ah d'accord, ça veut dire que quand tu enlèves le bracelet, tu découvres les vis. Exactement. D'accord, donc c'est une complexité supplémentaire, mais d'un point de vue esthétique, ça représente aussi l'esprit dans lequel on veut travailler dans notre horlogerie. On va chercher des détails, autant sur le dos de la montre que sur la beauté du cadran ou que l'aspect visuel premier de la montre. Ensuite, au niveau du calibre, parce que là, tu es parti d'une boîte dont tu avais les dimensions. Tu mets le doigt sur un point intéressant de cette montre, parce qu'en général, pour nous, designer horloger, d'ailleurs on dit designer, on dit styliste, il y a toutes sortes de noms. Notre métier, c'est créateur, d'accord, admettons, c'est de venir habiller un mouvement. Or là, on part d'une montre historique dont l'identité visuelle est très forte, donc on ne va pas venir habiller le mouvement, on va venir mettre un mouvement dans une boîte pour essayer de se contraindre et rester fidèle au modèle d'origine. Ça veut dire que Michel et Enrico, ils ont eu comme impératif, voilà le logement dont on dispose, débrouillez-vous pour nous faire un calibre top niveau dans ces dimensions-là. Sachant que c'est pas un quartz. Oui, c'est mécanique. Donc il est forcément un poil plus épais qu'un quartz, donc la difficulté elle est là. Elle est là de mais il y a de la place quand même. Alors il y a de la place. Je pense même qu'on pourrait y loger peut-être quelques petites complications dans l'avenir. Alors il faudrait penser à des complications qui soient l'avenir vraiment nous le très dira. fines. Tu sais, mais maintenant ils intègrent tout. Ils sont forts, ces maîtres horlogers. Michel et Enrico sont des as. Indéniablement, ils savent tout faire. Le bleu, blanc, rouge sur le cadran, puisqu'on revient un peu sur le cadran. J'aime bien parce qu'avec toi on passe du coq à l'âne. Oui, c'est vrai. Le bleu, blanc, rouge sur le cadran s'inspire du bleu, blanc, rouge de la montre originale, mais également s'inspire aussi un peu du cadran de la LV2. Alors, oui et non. Oui et non. C'est-à-dire qu'on pourrait dire d'une certaine façon qu'on a été chercher les codes et on a vraiment pris l'essentiel du design, du modèle d'origine. Et comme on l'a adapté à ce mouvement qui est une heure, minute, seconde, on arrive à une esthétique qui s'approche de la LV2, effectivement, puisque la LV2 elle-même était une montre où on avait le réveil. Donc on avait heure, minute, seconde, réveil. Heure, minute, seconde, réveil. Donc on avait une complication beaucoup plus simple que le premier modèle. Inutile de vous dire, les deux tic-et-tac horlogers, qu'elles s'adaptent particulièrement bien avec l'arrivée d'un réveil mécanique. Je dis ça, je dis rien, moi. Hein. Mais je ne sais pas si c'est dans les tiroirs, mais en tout cas, je trouve que ce serait génial. Ça pourrait être une belle évolution. Si vous passez devant une boutique Louis Vuitton, rentrez. S'ils en ont une, prenez-la dans la main. Parce que tu te surprends à la manipuler. À la caresser tout le temps. Comme un galet. Mais c'est un galet. Et même comme elle s'enlève, tu vois, tu as carrément envie de la prendre sans le bracelet, tu vois, de la poser sur ton bureau sur un support, ou tu pourrais même l'avoir autour du cou. Tu pourrais l'avoir autour du cou. D'ailleurs, on a prévu pour cette montre, en plus de ce bracelet-là, un porté autour du cou avec une lanière en cuir et une cloche dans laquelle vient se glisser cette montre.
Ça me fait penser ce qu'on appelle les montres d'infirmières, vous savez, qu'elles se mettaient sur leur blouse parce qu'elles ne pouvaient pas avoir de montre au poignet, parce que quand tu es manipulé, toutes sortes de raisons médicales, et elles regardaient l'heure ici, comme ça. Non, donc ça pourrait tout à fait s'adapter. Absolument. Et donc, le porter au cou, on le trouve... mais il est dedans ou pas? Attention! Et là, le piège se referme. Non, il n'est pas dedans. Non, il n'est pas dedans, mais... Il devrait être dedans. Il est, c'est-à-dire que dans l'écrin, tu peux ouvrir. Ah, tu as un petit et logement. Dessous, il y a un petit logement. Oh là, oui. Dans lequel... Mais il n'y a pas qu'un petit logement. Oui, il y a également bien sûr le certificat. Il y a tout. Il y a la lanière pour les clés et il y a aussi l'élément pour la cloche-clé. Évidemment, inutile de vous dire que l'écrin est à l'image des valises et des malles Louis Vuitton. Ça veut dire qu'on est quand même chez un spécialiste du genre, voire si ce n'est pas le spécialiste du genre. Mais c'est l'écrin uniquement développé pour l'horlogerie. Les dimensions de cet écrin sont exclusives aux montres, c'est ça, aux écrins de montres. Uniquement pour les écrins de nos montres signées la Fabrique du Temps. D'ailleurs, inutile de rajouter une petite poignée pour faire un vanity case. Quoique c'est très joli. Elle est belle quand même, c'est un bel objet. Hein. C'est très joli, mais ça aussi, ça me plaît. Ah, ça c'est quelque chose de tactile et en fait c'est aussi la raison pour laquelle nous au studio, quand on a vu le modèle d'origine, on était tout de suite attirés par ce côté galet. Il ne faut pas oublier aussi que l'inspiration de cette montre, c'est les montres de poche aussi. Hein. C'est la raison pour laquelle on a la couronne à midi. La couronne à midi, évidemment. Exactement. D'ailleurs, on n'a pas parlé des aiguilles, mais les aiguilles aussi sont uniques dans leur... Tu sais comment on les appelle, ces aiguilles? Les aiguilles seringues. Et mon infirmière, elle revient où? Elle revient où, mon infirmière? C'est avec l'aiguille seringue. L'aiguille seringue, évidemment, qu'on retrouve sur le LV1 et le LV2. Absolument. Et ça, c'est une chose qu'on a gardée sur ce modèle parce qu'on trouvait justement ces aiguilles, au-delà de leur beauté, vraiment originales. Elles font partie du visage de cette montre. Elles ont l'air simples, mais tu dois quand même les vernir. Et puis l'aiguille des secondes qui est bleuie. J'allais y venir. L'aiguille des secondes est d'une finesse. Elle survole, elle glisse au-dessus du cadran. Elle est à peine perceptible tellement elle est fine. En fait, c'est un petit peu l'intention. L'importance de cette aiguille, c'est de la voir vivre, puisqu'elle tourne tout le temps. Mais en même temps, elle prend la lumière avec des reflets bleutés. C'est juste sublime. Et elle ne s'impose pas au regard, puisque c'est l'heure et les minutes. Elle ne mange pas la lecture. Voilà. Mais elle est là en tant qu'indicateur de marche, évidemment, aussi. Formidable, beau boulot. Le triumvirat de la Fabrique du Temps Louis Vuitton a frappé. Le designer est Tic et Tac. Qu'est-ce que tu veux ajouter de plus à ça? Je ne vais pas te demander quelles seront les déclinaisons futures. Tu vas me répondre, je ne peux pas te répondre. Exactement. Je ne vais pas te demander si elle sortira un jour dans une autre matière, en or rose ou en acier ou en platine. Je ne pourrai pas te répondre. Vous voyez, c'est aussi ça. Mais en tout cas, une chose est sûre. Non, ce que j'aimerais ajouter, c'est que cette montre, aujourd'hui, on l'a sortie en 188 exemplaires. Pourquoi 188 ? Parce que, justement, elle reflète toute la technicité et le savoir-faire de la Fabrique du Temps. Donc, imagine que sortir 188 cadrans en émail grand feu, c'est quand même pas si simple. Donc, oui, mais pourquoi 188 ? Parce que c'est ça qu'ils veulent savoir. C'est un clin d'œil à l'année de lancement de la LV1 qui a été lancée en 1988. Oui, puis alors sortir 1988 cadrans comme ça, serait un peu compliqué. Là, il faut des dizaines d'années. Exact. 188 exemplaires, autant dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, parce que c'est 188 exemplaires monde. Absolument. Donc t'imagines... Il n'y en a même pas une par pays. Non, ça ne fait pas beaucoup de... ça fait pas beaucoup. D'options pour l'acquérir, mais enfin... Et quand je sais la recherche de tous les collectionneurs de la LV1 et de la LV2, quand on la recherche sur le second marché, d'occasion ou aux enchères, c'est une montre extrêmement recherchée, parce qu'une montre design, créée par une architecte de talent, je pense que ça ne va pas rester longtemps dans les vitrines. Hein. J'en suis sûr aussi, et c'est aussi à eux qu'elle s'adresse, c'est aux collectionneurs, mais c'est aussi évidemment aux amoureux de la maison Louis Vuitton, qui retrouveront là, dans cette montre, tout le savoir-faire d'un métier du luxe. Oui, c'est vraiment ça. Et surtout, moi ce que j'aime, c'est qu'en 1988, comme aujourd'hui, les deux montres, eh bien, quand elles sont arrêtées, elles te donnent l'heure exacte 2 fois par jour. Exact. C'est la magie de l'horlogerie. C'est la magie de l'horlogerie. N'aie pas l'air surpris, ça veut dire que tu ne regardes pas toutes mes émissions jusqu'à la fin. Je n'ai pas l'air surpris. Est-ce que j'ai l'air surpris? Laissez des petits commentaires. Allez, à tout à l'heure. Merci, Rien à ajouter? C'est bien là, on est bien. Hein.
Il me semble qu'on a dit l'essentiel. À tout à l'heure.